Bienvenue au 21e siècle. Le grattoir, vert, là, c'est très 20e. Le 21e siècle, c'est la gratounette en cuivre. La gratounette en cuivre, c'est merveilleux. Salut à toutes et à tous, c'est Alexandre Dana. Avant de plonger dans notre émission, je voulais vous dire un immense merci. Avec 85 millions d'écoutes des podcasts Graines de Métamorphose et Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous qu'on a pu inspirer autant de personnes et devenir le premier podcast bien-être et psy en francophonie. On sélectionne les meilleurs experts pour offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Vos encouragements en commentaire sont super précieux pour poursuivre cette mission. Si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à un de vos proches, partagez-le. C'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Comment rendre son lieu de vie vraiment hygiénique pour rester en bonne santé? Où sont les risques souvent négligés? Quelles sont les habitudes à prendre? Aujourd'hui, on aborde un sujet essentiel au quotidien, l'hygiène. Trop souvent réduite à la simple propreté, l'hygiène est en réalité une science de la conservation de la santé, englobant un ensemble de pratiques pour éviter de tomber malade. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir un hygiéniste hospitalier avec plus de 30 ans d'expérience dans la prévention des risques infectieux et toxiques en milieu de soins. Auteur du livre « L'hygiène, c'est la santé », publié aux éditions HarperCollins, il a créé un guide pour, par exemple, reprendre le contrôle sur sa cuisine, sa salle de bain, ses lessives. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Mercier-Tellier. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Mais très bien, je suis avec vous et je suis hyper content d'être là. On est très content de vous accueillir. On aimerait commencer par préciser la distinction entre hygiène et propreté, parce que c'est ce qui surprend dès le début de votre livre. Je me suis rendu compte en tant que lecteur que je ne la connaissais pas. C'est très simple. Il suffit de rajouter de vie après hygiène. Hygiène de vie. Quand on vous parle d'avoir une bonne hygiène de vie, vous allez dire, voilà, c'est bien, il faut se laver, il faut laver ses vêtements, il faut laver sa maison. Ok, mais ça ne s'arrête pas là. Vous allez dire, je vais aussi dormir suffisamment, je vais avoir une bonne hygiène mentale, je vais prendre du temps pour moi, je vais essayer de manger équilibré, je vais faire une activité sportive, je vais avoir une vie sociale, je vais essayer de ne pas m'intoxiquer avec des additifs alimentaires, je vais essayer d'utiliser des produits ménagers qui ne mettent pas ma santé en danger. On va travailler sur tout ce qui nous permet de rester en bonne santé. Donc, en fait, la propreté fait partie de l'hygiène, mais l'hygiène n'est pas à réduire à la propreté. Et l'étymologie du mot hygiène nous renvoie à une déesse grecque. Oui. Esculape. Esculape, c'est le dieu de la médecine. Alors, dans la mythologie, en fonction des mythologies, en fonction des récits, il avait 2 filles, 3 filles, 4 filles, il en avait plein. En fait, parmi toutes ces filles, il en avait 2. Il avait Hygie et il avait Panacée. Alors, Hygie et Panacée ne s'entendaient pas du tout. Hygie, c'était la déesse de la prévention, la déesse de l'hygiène, qui a devenu hygiène. Donc, c'était la déesse qui allait prévenir tout ce qu'on allait mettre en œuvre pour ne pas tomber malade. Et Panacée, c'était la déesse des remèdes. D'ailleurs, il y a une expression qui est restée, c'est pas la panacée, sans qu'on sache d'où ça vient en fait. Et en fait, c'est pas la panacée, c'est pas le bon remède, c'est pas la bonne solution. Et alors, Hygie et Panacée se détestaient. A priori, elles se sont fait la guerre, et de cette guerre, nous dit la mythologie, c'est Panacée qui a remporté la victoire. Et depuis ce temps-là, les humains sont plus soucieux de chercher des remèdes à leur maladie que de ne pas être malades.
C'est pas mal, hein? On voit un fan d'histoire en vous, autant que de santé. Quand on est hygiéniste, il faut parler d'histoire de l'hygiène. D'ailleurs, dans toutes les formations que je donne aux soignants, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je forme à la prévention des infections les soignants, ça veut dire les médecins, les infirmières, les kinés, les ergos, les aides-soignants, les agents de service, etc. Donc tout le personnel qu'on peut trouver dans un établissement de santé ou de vie. Et je commence toujours la première matinée à parler d'histoire de l'hygiène. C'est hyper important de parler. Il y a un auteur extraordinaire sur l'histoire de l'hygiène qui est le plus merveilleux historien qui est français, c'est Georges Vigarello. Et c'est un formidable historien de l'hygiène. Je conseille à tout le monde de lire ses bouquins. C'est lui qui m'a permis de mieux comprendre l'hygiène et l'histoire de notre hygiène du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et c'est passionnant. Mais qu'est-ce qui explique alors la confusion qui règne aujourd'hui sur ce terme d'hygiène? Dans votre livre, vous mentionnez peut-être la responsabilité des entreprises de propreté. Et vous appelez à même une potentielle réglementation autour de ce terme. En fait, c'est simple. Il faut faire vendre. Il faut vendre. Il faut que les gens puissent faire appel à ces sociétés de propreté. Et au bout du compte, pour faire vendre, il faut agir sur quoi? Un peu sur la peur, pour rassurer. Et derrière, comment on rassure? On va vous dire, voilà, nous, on est une entreprise d'hygiène, et dans la tête des gens, l'entreprise d'hygiène va nous rendre des locaux visiblement propres qui vont sentir bon. Parce qu'on va faire agir nos sens. Et à partir de là, on fait agir nos sens, et on assimile, dans ce cas-là, l'hygiène à cette notion de propreté. Et donc, l'entreprise qui fait de la propreté fait de l'hygiène. Alors, si on prend justement cet exemple de l'image populaire des bureaux propres et qui sentent bon. Ça, c'est pas de l'hygiène. Mais qu'est-ce que c'est donc des bureaux hygiéniques? Si ce ne sont pas juste des bureaux propres et qui sentent bon. L'hygiène, c'est la science de conservation de la santé. Ça veut dire vivre en harmonie avec son environnement. Ça ne veut pas dire détruire les microbes autour de nous. Ça ne veut pas dire dispenser autour de nous plein de parfums, de synthèse, des perturbateurs endocriniens potentiels, voire cancérigènes à long terme. C'est pas du tout ça. Même s'ils sentent très bon potentiellement. Oui, mais sauf que la propreté n'a pas d'odeur, la saleté, si. Votre slip, quand il est propre, il n'a pas d'odeur normalement. Mais quand il est sale, oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire que la propreté a de l'odeur. Donc ça, c'est un point important. On revient sur la question. Un environnement hygiénique, c'est quoi? C'est un environnement qui est visiblement propre et agréable à vivre. Parce que la notion d'hygiène ne se réduit pas à nettoyer cette surface. Alors, ça ne veut pas dire des locaux désinfectés. La désinfection n'a strictement rien à voir. Désinfecter veut dire tuer des microbes. Nettoyer veut dire rendre une surface visiblement propre. Dans notre vie quotidienne, on veut quoi? Que nos surfaces soient visiblement propres. On va opérer personne sur la table du salon. Donc, la désinfection, elle est faite pour l'hôpital, pour le bloc opératoire. Ça n'a strictement rien à voir. Pour des collectivités de vie, ça n'a strictement rien à voir. Chez vous, c'est pas une collectivité. Enfin, je le pense, je l'imagine. Donc, ça veut dire que chez nous, on veut nettoyer. Donc, rendre les surfaces visiblement propres. On va aérer. On va ranger. Parce que l'hygiène, c'est aussi le rangement. Parce que vous avez beau nettoyer une surface, un bureau, vous nettoyez votre bureau à la maison, si vous avez un bureau, une table de cuisine. Mais si c'est le bordel sur cette table, alors c'est plus difficile à nettoyer, mais surtout, ça ne paraîtra pas propre. C'est-à-dire que derrière, dans la notion d'hygiène, il y a aussi la notion d'ordre, la notion de rangement. Donc, c'est une harmonie. Et donc, ça veut dire que l'hygiène, c'est l'homme qui vit en harmonie avec son environnement et il fait en sorte que cet environnement ne le rende pas malade. C'est ça la définition de base du bon nettoyage et de l'hygiène. Ça commence par se laver les mains. Quelle est la bonne fréquence pour se laver les mains? Quelles sont les règles pour bien se laver les mains? Vos recommandations? C'est un des premiers gestes qu'on apprend enfant. Je vais dire que, youpi, le Covid a remis l'hygiène au centre de nos préoccupations. Avant, on avait l'impression que l'hygiène des mains, ça n'existait pas. La majorité des humains ont découvert la solution hydroalcoolique au moment du Covid. C'est quand même un comble. Alors que cette solution, elle est ni toxique, elle est ni dangereuse, à condition, bien évidemment, qu'il y a un certain nombre de critères pour la choisir. Mais c'est quand même le geste le plus facile à réaliser n'importe où on soit, notamment quand on n'a pas de point d'eau, une solution hydroalcoolique, sans parfum, sans colorant, ayant vraiment des normes de bactéricidie, de fongicidie et de virucidie. Et pas de paillettes non plus. Parce que on a des solutions hydroalcooliques avec des paillettes. On met des paillettes dans la vie, mais pas dans la solution hydroalcoolique, très clairement. Donc, il faut d'abord des bons produits, donc des bonnes solutions hydroalcooliques, ou pour se laver les mains, il faut un bon savon.
C'est-à-dire pareil, sans parfum, sans colorant, simple, label écologique, donc quelque chose de plus simple possible. Il faut remettre ces gestes-là dans nos préoccupations. Problème, c'est que les lieux où on devrait apprendre cette hygiène des mains, à la base, quand on est enfant, l'école ou la maison, sont des lieux mal équipés et surtout avec des personnes qui ne transmettent pas correctement l'information. Et on voit dans les écoles, combien d'écoles ont dû s'équiper au moment du Covid de postes de lavage des mains dignes de ce nom. En d'autres termes, essayez de ne pas avoir un savon sur lequel toutes les mains des enfants, un savon mural, vous savez, le gros savon mural, où toutes les mains vont frotter après. Essayez d'éviter d'avoir un torchon unique où 25 enfants vont s'essuyer les mains. On a essayé à ce moment-là de remettre des postes d'hygiène des mains dans les écoles, alors qu'en 2020, il n'y en avait pas. Et c'est très grave. Alors, je ne dis pas dans toutes les écoles, bien évidemment, mais dans beaucoup d'écoles, c'était une préoccupation. Oh là là, nos postes de lavage des mains, ils ne permettent pas de se laver les mains correctement. C'est grave. Du coup, ces enfants-là, ils arrivent à la maison avec des parents qui eux-mêmes n'ont pas eu l'éducation à l'école ou par leurs parents correcte en termes de lavage des mains. C'est quelque chose qui s'est perdu. Il faut le remettre. Alors, quand je dis ça s'est perdu, mes grands-parents, qui sont nés en 1917 et 1914, ma grand-mère a vécu jusque l'année dernière, à 107 ans. Vous voyez, joli score. C'est joli score. Eh bien, moi j'ai été élevé chez eux à la campagne. Il n'était pas question de rentrer dans la maison sans se laver les mains avant, alors que j'avais joué dehors dans la terre. On se lave les mains. Et ma mamie avait le torchon, et tous les jours, elle changeait le torchon. On avait une savonnette qui était posée sur un petit égouttoir. Il n'était pas question de la mettre dans une boîte, parce que le savon, il allait, me disait ma mamie, il allait fermenter, donc on le laisse comme ça. Donc, il y avait des gestes. Mes grands-parents, nés en 1914 et 1917, ils avaient l'éducation de Pasteur. Est-ce que vous imaginez que depuis Pasteur, vous compterez le nombre d'hygiénistes qui ont fait un livre depuis Pasteur? Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et auditrices qui est Pasteur, justement? Alors, je finis, juste un truc. Depuis Louis Pasteur, 1863, discours à la Sorbonne, c'est lui qui va dire que les maladies sont dues à des micro-organismes et qu'il n'y a pas de génération spontanée du genre... regardez, ce plat alimentaire, on le laisse dehors, il va bien. Et quelques jours plus tard, on voit qu'il y a du moisi dessus. Oh, c'est apparu spontanément. Non, Pasteur a dit, non, c'est parce qu'il y a des levures, il y a des moisissures, il y a des bactéries qui se développent. Donc, il a mis fin à une théorie qui était la génération spontanée. Et Pasteur a mis en place les bases de la microbiologie moderne et en disant, les maladies infectieuses sont dues à des microbes. Alors, il n'a pas pu ni voir, ni comprendre exactement ce qu'était un virus. Ça ne l'a pas empêché de pouvoir travailler sur la vaccination et sur la rage. Mais Pasteur, c'est vraiment le premier hygiéniste de base reconnu en France. Depuis Pasteur, il n'y a jamais eu un hygiéniste qui a publié un livre. Dire, là, je suis en train de me mettre au niveau de Pasteur. Non, c'est pas ça. C'est qu'en France, moi j'aurais aimé que régulièrement on ait des hygiénistes qui rappellent les règles d'hygiène à l'ensemble de la population. Pas un seul hygiéniste. Question, vous avez déjà invité un hygiéniste ? Non. Vous savez, j'en parle. Je rencontre beaucoup de journalistes avec la sortie du livre. À chaque fois, encore aujourd'hui, je suis une journaliste d'un magazine qui me fait « Vous savez, je ne savais même pas que ça existait, un hygiéniste. » Le premier hygiéniste, c'était Louis Pasteur. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant sur l'exemple de se laver les mains avec votre grand-mère, j'ai eu un flash et je me suis rappelé que moi, quand j'étais petit, je n'ai pas l'âge de votre grand-mère, ma mère me disait aussi de me laver les mains dès que je rentrais. Et j'avoue avoir perdu aujourd'hui cette habitude. Je ne le fais pas à chaque fois. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on a perdu l'habitude de l'hygiène sur les dernières décennies? L'éducation, indéniablement l'éducation. On est dans une société du paraître. Sauf que les mains sales, ça se voit ou ça se voit pas. C'est-à-dire que quand on a joué dans la terre dehors, ça se voit. Mais dans 90% des cas, on rentre d'avoir fait des courses, on ne voit pas qu'on a les mains sales. On ne voit pas que sur nos mains, on a des bactéries de l'anus ou de la bouche de 25 personnes qu'on a croisées dans la rue, qui ont touché les mêmes surfaces que nous et qu'on a touché après ces personnes-là, et qu'on a des bactéries, des champignons, des virus, et que certains de ces micro-organismes, on va les mettre à la bouche sans s'être lavé les mains, et c'est comme ça qu'on va développer une gastroentérite, par exemple. Donc, on est dans une société du paraître. On est en train de parler d'invisible. Avec des notions où on est arrivé, je reprends le Covid, où une grande partie de la population ne savait même pas de la différence entre une bactérie, un champignon, un virus. C'est-à-dire que les bases de microbiologie mises en place par Louis Pasteur sont des bases qui n'ont même pas été correctement enseignées et maîtrisées par notre population.
Donc, ça commence par là, savoir que c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Et alors, pour finir sur les mains, savon liquide ou savonnette, est-ce que vous avez une recommandation L'hygiéniste puriste va vous dire savon liquide, absolument. Maintenant, l'hygiéniste qui va travailler à la maison, parce que là, le savon liquide, absolument, ça va être à l'hôpital, absolument, le savon liquide. Pourquoi ? Parce que, alors, en plus, maintenant, on a des distributeurs, on n'a pas besoin de toucher, donc ça tombe tout seul. Et puis, même si on touche, on ne touche pas le flacon, ça ne se contamine pas. À la maison, savon liquide, oui, possible, mais il faut bien le gérer dans le temps. C'est-à-dire, une fois que c'est entamé, il y a une durée limite de conservation. C'est comme votre brique de jus de fruits. Il y a marqué décembre 2027. Quand vous l'avez entamé, vous n'avez plus jusqu'à décembre 2027. Tout ce qui est liquide, les micro-organismes se développent. Donc, une fois qu'on l'a entamé, votre savon liquide, il va se conserver 6 mois à peu près. Voilà. Ou savonnette. Mais savonnette, ça veut dire chacun la sienne. La savonnette pour papa, la savonnette pour maman et la savonnette pour chaque enfant. Et l'autre élément, c'est qu'une savonnette, je la prends, donc je mets mes micro-organismes dessus. Donc si j'ai la moindre pathologie, notamment une pathologie cutanée où je suis malade, j'ai une infection, il est important de la changer une fois que je suis guéri pour ne pas continuer à m'infecter avec des champignons, des bactéries ou des virus qui survivraient sur cette savonnette. La température de l'eau, est-ce que ça a une importance ? On s'en fout. Que ce soit agréable. On ne se brûle pas les mains et puis l'eau, il ne faut pas qu'elle soit froide. En fait, il faut tout faire pour que ce soit agréable. Donc, une température de l'eau qui vous est agréable, vous préférez un peu plus fraîche, prenez un peu plus fraîche. Moi, je préfère un peu plus tiède, je vais prendre un peu plus tiède. L'important, il n'est pas là. L'important est choisir un savon liquide ou solide, sans parfum, sans colorant et bio. Bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de merdouille dedans, pas de conservateur formolé ou de merdouille qui serait terrifiante et dangereuse pour votre santé. L'eau, température que vous voulez, c'est la méthode qui nous importe. Et dans la méthode, c'est le savonnage, c'est bien. Le rinçage, c'est mieux. Parce que l'objectif est, le savon décolle les souillures, le rinçage les évacue. Mais le savon contient aussi un certain nombre de produits qui, s'ils restent sur votre peau après rinçage, peuvent créer des irritations cutanées, des eczémas, voire pire. Donc, ça veut dire qu'il faut savonner peu et il faut rincer beaucoup. Vous donnez l'exemple du mollet qui gratte dans votre livre. Oui, le syndrome du mollet qui gratte. Je suis le premier à en parler. Le mollet qui gratte, absolument. C'est quoi ? Vous prenez votre douche, vous savonnez. Alors déjà, on met trop de gel douche. Trop. C'est un creux de main pour la totalité du corps. Regardez ce matin, regardez demain matin, vous allez voir. Donc, un creux de main pour la totalité du corps. Donc, on met très peu de gel douche. On savonne. Mais surtout, le savonnage, c'est bien. Le rinçage, c'est mieux. Très bien, vous m'avez écouté, c'est bien. Donc, le rinçage, c'est mieux. Donc, on rince. L'eau, elle tombe, on se rince. On oublie juste que tout le savon qui va glisser, il va arriver au niveau des mollets, au niveau des pieds. Et qu'est-ce qu'on oublie de rincer ? Justement, le bas. Alors qu'il faut vraiment prendre la pomme de douche et finir par le bas du corps, parce que sinon, le savon va persister au niveau des mollets, au niveau des pieds. Alors, au niveau des pieds, on a quand même une peau qui est quand même assez dure, surtout sous le pied, on a de la corne, etc. On ne va pas trop le sentir, le savon qui va rester, quand on sort de la douche et qu'on ne s'est pas assez rincé. Mais par contre, au niveau du mollet, ça fait partie des zones où la peau est la plus fine. Et donc, le savon qui persiste, eh bien, après, quand il est mal rincé, il est sur votre peau, il va sécher. Le tensioactif redevient concentré, et là, ça crée des démangeaisons, parce que le savon est en train de vous bouffer le sébum et les glandes sébacées. Et le séchage, alors... Redites-le. Le séchage, oui. Particulièrement pour les mains. Vous avez mentionné les solutions à air pulsé, mais c'est un peu compliqué à installer chez soi. Alors, franchement, ce que je dis, c'est... Je ne prendrai pas parti sur ces trucs à air. Ils sont contaminés, très contaminés, peu contaminés. Dans tous les cas, c'est qu'on ne le sait pas et que dans tous les cas, il ne faut pas les utiliser. Et qu'il ne faut pas ni les utiliser, ni les installer chez soi. Donc, tout ce qui est à air, je le déconseille totalement. Tous les séchages à air chaud que j'ai démontés dans ma vie, à l'intérieur, ils étaient tous moisis, 100%. Parce que ça brasse de l'air mouillé, de l'air humide, puisque vous êtes en train de vous sécher les mains là-dessus. Donc l'air, il est aspiré, les mains, vous les séchez, de l'eau s'évapore, et cet air mouillé rentre dans la machine pour ressécher les mains. Et conclusion, à l'intérieur de la machine, c'est toujours humide, et c'est un foyer propice au développement des moisissures.
Et en plus, ça veut donc dire que ces séchoirs, non seulement ils pulsent un air avec des moisissures, non seulement ils sont souvent moisis à l'intérieur parce que les fils ne sont jamais changés. Si tout était changé correctement, conformément aux recommandations des fabricants, tout irait bien, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ça veut dire aussi que ça crée des allergies respiratoires chez bon nombre de personnes qui les utilisent. Donc ça, il n'en est hors de question. Ne les utilisez pas. En tant qu'hygiéniste, j'ai toujours dans ma poche des mouchoirs en papier. Et ça sert en permanence pour ouvrir une porte, pour s'essuyer aux toilettes et pour s'essuyer les mains. Mais donc chez soi, un torchon. Alors, clairement, 2 solutions, même 3 solutions. La première solution, c'est le torchon. Ok, toute la famille s'est lavé les mains à midi, avant de manger, on s'essuie les mains, le torchon après on le met au sale. Très bien, c'est parfait. Deuxième possibilité, on peut avoir un rouleau de papier. C'est pas économique, c'est pas écologique, mais c'est tout à fait possible. Troisième possibilité, ça peut être chacun son torchon qu'on utilise pour la journée. Papa, maman, et voilà, et les enfants. Pourquoi pas? Donc, toutes les possibilités sont faisables à une condition qu'on les gère. En matière d'hygiène, tout est possible à partir du moment où on sait le gérer. Mais vous recommandez de laver les torchons chaque soir? Ah ben oui, parce que le torchon qui est humide, sur lequel vous avez déposé vos micro-organismes, les bactéries vont se développer. Donc, il faut savoir qu'à partir d'une bactérie, vous en avez 1 milliard en 10 heures. Donc, tout ce que vous avez déposé sur quelque chose qui est mouillé, au bout de 10 heures, vous en avez 1 milliard de fois plus. Donc, ça veut dire qu'en vous séchant les mains, vous êtes en train plutôt de vous les contaminer. Donc, vous les recontaminez alors que vous venez de les laver. Ou alors, on fait sécher au soleil. Bien sûr, on a que ça à faire d'aller au soleil après. Vous soulignez les dangers potentiels des produits chimiques dans les produits ménagers. Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce que je scanne un produit ménager sur son taux de toxicité? Vous avez vu au rayon des produits ménagers le nombre de personnes qui ouvrent les flacons et qui les respirent. C'est terrifiant. Toutes ces personnes-là, elles prennent une bonne dose de produits chimiques extrêmement dangereux à leur santé en supermarché. Il faut arrêter de choisir avec son nez. Un produit ménager doit avoir une composition la plus simple possible. Le problème, c'est que quand on n'est pas scientifique, les mots qu'il y a dedans, ça ne va rien nous donner. Oui. Donc, je donne quelques conseils de base. Conseil de base, c'est on choisit un produit label écologique. Donc, on a un écolabel. Il n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que de prendre des produits qui sont bourrés d'éléments non labellisés. Donc, déjà, un écolabel européen, c'est pas mal. Ensuite, on évite absolument les parfums. Parce que, rebelote, on veut nous faire croire que quand c'est propre, ça sent bon. Donc, un produit non parfumé, c'est hyper important. On est exposé par jour à plus de 70 molécules différentes de parfums. Entre le produit pour faire la vaisselle, le produit pour laver le sol, le désodorisant, votre déodorant, votre gel douche. Alors, je parle juste à la maison. Hein. Après, on va sortir. Après, il y a tout le reste. Hein. Parce qu'après, il y a tout ce qu'on met dans la voiture, l'essence qu'on prend, etc. Mais on reste juste à la maison. Donc, votre gel douche, votre shampoing, votre crème hydratante, votre déodorant, votre dentifrice. Vous voyez un petit peu tout ce qui s'accumule. Votre crème à récurer, votre détartrant WC, votre papier toilette. Enfin, on s'en sort plus. Plus de 70 molécules différentes. Tous les jours. C'est un cocktail qui est absolument terrible. Donc, les produits ménagers, c'est du label écologique et surtout, on arrête d'utiliser des parfums. Ça, c'est hyper important. Donc, les super parfumés, les super colorés, on évite. On essaye d'être dans des produits qui soient les plus simples possibles et à la maison, entre le vinaigre, l'acide citrique, le bicarbonate et le savon noir ou savon de Marseille, bon... Voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. Hein. Les 4 fantastiques. Ah ouais, c'est les 4 fantastiques. Vous venez de les citer, les 4 fantastiques. Est-ce qu'on peut les rappeler quand même Le savon noir. Le savon noir ou le savon de Marseille ou le savon d'Alep, c'est quoi? C'est la différence d'ailleurs entre savon de Marseille et savon d'Alep, c'est qu'on a de l'huile d'olive qui est saponifiée, c'est-à-dire qui est la base du savon de Marseille, et de l'huile de laurier qui est la base du savon d'Alep. Voilà. Mais c'est la même chose. Donc, c'est des savons de base qui sont des puissants nettoyants. Aujourd'hui, on a le savon noir. Alors, le savon noir, c'est un dérivé de savon de Marseille, d'origine a priori plutôt marocaine, d'ailleurs, en composition. Et c'est extrêmement concentré. On choisit toujours un label écologique, ça c'est important. Et pour vous donner une idée, pour faire la vaisselle, ça va être une goutte dans 4 litres d'eau pour faire une vaisselle pour 4 personnes. C'est extrêmement concentré.
une goutte pour 4 litres d'eau. Évidemment, on rince bien, parce que savonner, c'est bien, mais rincer, c'est mieux. Et donc, avec ça, on fait tout à la maison. Donc, et dans un seau d'eau de 4 litres, c'est une goutte. Vous voyez ? Donc déjà, les économies, elles sont gigantesques. Ouais. Donc le savon de Marseille ou le savon de Noir ou le savon d'Alep, c'est formidable. Et on n'oublie pas de rincer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas acheter des produits faits briller sans rincer. Il y aurait marqué passe le balai tout seul et vous restez dans le canapé. Il y aurait une tonne de gens qui les achèteraient. Vous voyez le truc. Non mais franchement, les publicités, elles sont terribles. D'ailleurs, on ne nous parle même pas du pouvoir nettoyant du produit. On nous parle de la senteur en général. Hein. Acheter le produit pour les sols, senteur du printemps. Et senteur du printemps, il ne faut pas oublier que pour faire ressentir le printemps, bon, je ne sais pas ce que ça sent, hein, mais il faut plusieurs parfums pour que ça monte dans notre mémoire et que ça nous éveille. Le deuxième produit à la maison, le bicarbonate. Bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, c'est la même chose, hein, c'est le même nom. C'est tout simplement un produit qui est formidable pour enlever les traces tenaces. C'est la base de la crème à récurer. Et quand vous avez une trace dans votre évier qui ne part pas, un peu de bicarbonate sur une lavette avec un peu d'eau et hop, vous frottez un peu et la trace va s'enlever. Donc ça c'est vraiment super. Troisième fantastique, c'est le vinaigre. Le vinaigre d'alcool. C'est le vinaigre des cornichons. C'est pas toxique, hein. On ne prend pas des gants pour aller chercher son cornichon dans le pot à cornichons, on est bien d'accord. Et c'est le vinaigre qui est en bas du rayon vinaigre, à 30 centimes d'euros le litre, le pas cher, qui est à 6 ou 8 degrés d'alcool. Surtout pas le vinaigre ménager qu'on trouve 10 fois plus cher au rayon des produits ménagers, qui est à 12 ou 14 degrés d'alcool, parce que ça, c'est un produit hyper dangereux. Il faut mettre des gants pour l'utiliser. Et franchement, on n'en a pas besoin, puis ça va vous abîmer beaucoup votre robinetterie. Donc ça, on n'en a pas besoin du tout. Maintenant, le vinaigre, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Ils ont l'impression, quand ils mettent du vinaigre à la maison, de vivre dans un pot de cornichons. Oui. Donc, il existe un autre produit acide, parce que le vinaigre agit parce qu'il est acide, et le vinaigre va agir pour enlever le tartre. Le tartre, ça fait que nos robinetteries ne brillent pas, parce qu'on a du tartre, du carbonate de calcium dessus. Donc, on va le dissoudre avec ce vinaigre. Alors, on a un autre produit acide qui est génial, dérivé du citron, l'acide citrique. Par contre, lui, il n'est pas prêt à l'emploi. Il est sous forme de poudre, donc une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau froide, et là, on va avoir un acide qui n'aura pas cette odeur désagréable du vinaigre. Et les gants dans les tâches ménagères, est-ce qu'il faut les utiliser à chaque fois? Et si oui, quel type de gants? Quand vous manipulez un produit chimique ménager pour faire votre ménage à la maison et que vous ne mettez pas de gants, il faut vous dire qu'il y a toujours un passage transcutané d'un des composants du produit et il se retrouve dans votre foie en 1 minute. 1 minute dans votre foie, dans vos testicules, dans vos ovaires, dans votre cerveau, dans votre rein, dans vos poumons. 1 minute. En 1 minute, vous allez avoir une dose. Ça veut dire quoi? Vous faites ça tous les jours avec différents produits ménagers et vous allez vous intoxiquer par accumulation de produits chimiques dans le long terme. Donc, oui, il faut mettre des gants, même pour 1 minute de manipulation de quelque chose. Je ne vais pas mettre des gants juste parce que je prends un produit pour enlever une trace. On met des gants dans tous les cas. Vous allez au supermarché, encore récemment, parce que je fais partie de ces gens rares qui vont juste au supermarché pour regarder les rayons, regarder les étiquettes et tout. J'étais dans un très grand supermarché à Strasbourg, parce que j'habite Strasbourg, la semaine dernière, et j'ai regardé le rayon des gants. Il y avait 28 gants différents. 28. C'est énorme, énorme. Il n'y en avait pas un qui était efficace. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un gant là-dedans qui vous protégeait contre les produits chimiques ou contre les micro-organismes. Contre les micro-organismes, c'est bien de mettre des gants pour vider la litière de son chat. Encore plus si on est une femme enceinte. Donc, et puis là, il faut un masque, c'est encore mieux. Et puis les produits chimiques au quotidien, il faut mettre des gants pour manipuler les produits ménagers. Pas une seule marque sur 28 boîtes n'avait des normes. Donc, il faut vérifier, est-ce que ces gants ont des normes? Peu importe la composition du gant. Alors aujourd'hui, on évite le latex, trop d'allergies. On prend du vinyle ou mieux du nitrile. Pourquoi? Parce que le nitrile, c'est du latex synthétique fabriqué en laboratoire sans protéines allergisantes. Et ces gants vérifient qu'il y a une norme. Sur la boîte, il doit y avoir marqué quelque part une norme européenne. Les normes européennes, ça commence toujours par EN, ça veut dire norme européenne, mais en anglais. European Norm. Et EN 374-1 ou 374-3, ça veut dire une protection chimique garantie.
Et EN 374-5, ça veut dire protection biologique garantie. Si je veux ramasser le vomi, si je veux ramasser du caca, du pipi, etc., je suis protégé. Les chaussures à la maison, c'est un des sujets sur lequel il y a plus de différences culturelles d'un pays à l'autre. C'est tellement différent. En France, on n'a pas cette culture d'enlever ses chaussures à la maison. Au Japon, ça semble complètement impossible de ne pas porter de chaussons. Et je crois même savoir que dans certains foyers japonais, il y a des chaussons spécifiques pour les toilettes. On change de chaussons. C'est exact. Alors, c'est exact. Qu'est-ce que vous en pensez? Sauf qu'au Japon, il y a d'autres choses qui ne rentrent pas dans la maison. C'est-à-dire qu'en France, on a l'équipe du genre, il faut se déchausser, puis l'équipe, on s'en fout. On peut rentrer en chaussures. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut juste être cohérent. Les Japonais, ils ne rentrent pas avec leurs chaussures, mais ils ne rentrent pas non plus avec leurs courses du supermarché dans la maison. Ils laissent le sac dans l'entrée, ils déchargent les courses pour aller les emmener dans la cuisine. Le Japon me fascine. Hein. Tout n'est pas exceptionnel, mais il y a beaucoup de choses. C'est un pays où il n'y a pas de poubelle dans les rues, rappelons-le. Alors, le Japon me fascine. Quand je suis allé là-bas, j'étais, comment on va dire, un gamin dans un magasin de friandises, en fait. Tout me fascine. C'est un peu le paradis de l'hygiéniste. Franchement, moi, j'y suis allé 2 fois. Je rêve d'y retourner parce que ça me fascine. Et nous, on va enlever nos chaussures, mais on va rentrer dans la maison le courrier et les colis qu'on a pris dans la boîte aux lettres avant d'arriver. On va rentrer notre sac à main, notre sac de course. On va tout rentrer. Mais on va laisser les chaussures dans l'entrée. Donc, on va poser le colis qui était par terre. Vous savez, le livreur qui vous amène un colis, là, il suffit de le regarder quand il arrive. Il arrive, il sort le colis, il le met par terre dans la rue. Il ferme la camionnette, il prend le colis, il pose par terre, il sonne, vous lui ouvrez, il le prend, il le met dans l'ascenseur, mais pas toujours sur la même face, hein, puis il arrive chez vous. Ça veut dire que toutes les faces du colis sont pleines de toutes les contaminations qu'il y a par terre. Qu'est-ce qu'on a par terre? Du pipi de chien, du caca de chat, des insectes en décomposition, des pollens, des goudrons, de la terre, des milliards de bactéries, des produits chimiques, de l'essence, et j'en passe. Et il y a ça sur toutes les faces du carton. Donc, on enlève nos chaussures, mais le colis, on le prend et on l'emmène pour l'ouvrir sur la table de la cuisine pour pas se casser le dos et pas l'ouvrir par terre. C'est pas cohérent. Mais le sac à main, c'est exactement la même chose. Le sac de course, c'est exactement pareil. Le sac de course, vous l'avez posé dans le caddie. Il y a eu quoi dans le caddie? Plein d'horreurs. Les gamins qui étaient debout dans le caddie. Puis on a posé le sac de course dans le caddie. Le sac de course, lui, on le rentre dans la maison pour le poser sur la table de cuisine pour décharger le sac de course. Donc, il faut juste être cohérent. Et la cohérence, c'est quoi? Tout ce qui est sale reste au sol. Tout. À partir du moment où on a cette idée-là, alors on peut se dire, oui, je suis cohérent dans ce que je fais à la maison. En d'autres termes, les colis, ils restent par terre jusqu'à ce qu'on l'ouvre et qu'on prenne le contenu. Le sac à main, si j'ai l'habitude de le poser partout, eh ben, il reste par terre à la maison. On voit de plus en plus de personnes se procurer des mousquetons qui permettent de mettre le sac à main. Mais alors, ça, c'est formidable, mais à condition qu'à d'autres moments, on ne le pose pas par terre. C'est-à-dire qu'il faut juste être cohérent. Moi, mon sac, qui est juste à côté, il ne va jamais par terre. Il va sur un siège, il est jamais par terre. Le mien est par terre. Là, voilà. Il y a les deux et le mien est par terre. Voilà, mais il sera plus par terre une fois qu'on aura fini cette émission ensemble. Mais vous voyez, il faut juste être cohérent dans ce qu'on va faire. Donc, il y a bien plein d'autres choses qui sont tout aussi contaminées que nos chaussures, mais qu'on rentre dans la maison. Un autre exemple typique. Si on fait déchausser nos invités, il faut juste penser que nos invités, peut-être qu'ils sont venus en métro, ils sont assis sur les fauteuils du métro. Les fauteuils du métro, ils sont propres. Les canapés dans le métro, là, c'est super propre. Il y a des gamins qui ont monté dessus, on a posé n'importe quel sac dessus. Enfin, c'est dégoûtant. Donc, votre pantalon, il est aussi sale que les chaussures. Donc, vos invités, non seulement il faut les faire déchausser, mais les faire déculotter. Là, ça devient intense comme expérience sociale. C'est pour ça qu'il faut arrêter de psychoter sur les chaussures. C'est juste la démonstration que je suis en train de faire. L'éponge, c'est un autre sujet que vous abordez dans votre livre. Comment bien gérer ces éponges? À quelle fréquence faut-il les changer? Mais ça ne gère pas une éponge. Éponge dans la chaumière, culotte devant, derrière. C'est une production personnelle. Ça veut dire quoi? D'avoir une éponge dans la maison, c'est comme ne pas changer de slip tous les jours. C'est exactement ça. Une éponge, toutes les études internationales qui ont pu être faites ont montré qu'on ne pouvait jamais ni les nettoyer, ni les désinfecter. D'ailleurs, pour preuve, quelque chose qui est visuel, qui est vraiment visuel. Prenez une éponge, vous mettez un peu de produit vaisselle au niveau de votre éponge. Bien. Ensuite, vous essayez de la rincer.
C'est-à-dire, la rincer, ça veut dire qu'il n'y ait plus de mousse dans l'éponge. Vous n'y arriverez jamais. Vous avez l'impression que ça marche, puis vous appuyez à un autre endroit, il y a encore de la mousse. Les bactéries, c'est exactement pareil. Ça veut dire que vous prenez votre éponge. Tiens, vous avez fait une préparation à base d'œufs. Vous avez cassé les œufs sur le bord du saladier. N'oubliez pas d'où vient l'œuf, du cul de la poule. Donc sur la coquille, vous avez des bactéries fécales, dont des salmonelles, qui sont sur la coquille de l'œuf. Vous cassez vos œufs sur votre bord du saladier, ou vous cassez les œufs sur la table, peu importe. Mais avec l'éponge, vous nettoyez. Vous nettoyez votre saladier, vous nettoyez la table, ou vous avez cassé les œufs. Très bien. Maintenant, où sont les bactéries de l'anus de la poule? Sur l'éponge. On est d'accord. Les bactéries adorent l'humidité. L'éponge va sécher par l'extérieur, mais même si elle est sèche à l'extérieur, elle est toujours mouillée à l'intérieur. Donc les bactéries se développent. Donc à partir d'une salmonelle, en 10 heures, vous en avez 1 milliard. Cette éponge, vous avez fait votre vaisselle à midi, vous la reposez, vous essayez de la presser, de la rincer, machin, vous la mettez sur le bord de votre lavabo. Et puis ce soir, vous allez refaire la vaisselle. Vous allez reprendre cette éponge. Et donc, ça revient, en faisant votre vaisselle avec cette éponge, à prendre une bactérie côté cul pour faire votre vaisselle. Ça va la démo? Oui. Vous l'avez en tête? Oui. Très bien. Donc l'éponge, je ne sais pas à quelle fréquence on la nettoie, à quelle fréquence on la désinfecte, à quelle fréquence on la change. C'est jamais. L'éponge, c'est l'anti-hygiène par excellence. C'est un démon. D'ailleurs, dans mon livre, vous avez l'éponge maléfique. Une petite éponge régulièrement dans les pages du livre, parce que elle est là, cette petite éponge, c'est vous savez, sur mon épaule gauche, c'est le petit diablotin qui est là en permanence et qui me hante. Et cette éponge, c'est l'anti-hygiène, c'est l'Armageddon, c'est le diable. En matière d'hygiène, c'est l'horreur. Mais on vit avec. Non, on vit pas. Non, on vit pas, justement, parce qu'on n'en aura plus. Alors, par quoi on la remplace? Il faut vivre au 21e siècle. L'éponge, elle est très 19e. Voyez, le 20e, on a eu un moment de flottement, on l'a utilisé faute de mieux, tout en sachant que c'était pas très bien. Mais on est au 21e siècle. Le siècle de l'éponge est révolu. Aujourd'hui, il y a des matériaux modernes. Bah oui, chaque époque a ses inventions, et aujourd'hui, on a la microfibre. La microfibre, c'est merveilleux. C'est un mélange de polyester et de polyamide avec un haut pouvoir d'essuyage. Vous prenez un miroir, vous mettez un peu de beurre, juste du beurre dans le miroir. Bien. Prenez une éponge, essayez de le dégraisser comme ça, sans produit, sans rien. Dégraissez le beurre, ça va l'étaler. Vous n'arriverez jamais à enlever le beurre avec votre éponge, parce que justement, il n'y a pas de produit chimique et que l'éponge n'a pas de pouvoir d'essuyage si on ne lui met pas un dégraissant, donc quelque chose qui va pouvoir dégraisser. Bien. Maintenant, vous prenez une microfibre, vous la mouillez légèrement, vous passez, votre beurre est enlevé en 5 secondes. Pourquoi? Parce que la microfibre a un fort pouvoir d'essuyage. Sans produit chimique, elle dégraisse. Donc, la microfibre, c'est extraordinaire. C'est un matériau moderne. Et aujourd'hui, elle est en train de supplanter, et elle doit supplanter l'éponge. L'éponge, c'est 19e siècle. La microfibre, c'est 21e siècle. Bienvenue dans un siècle moderne. Donc, on a de la microfibre. Et si jamais... Je veux dire, oui, mais la microfibre, l'éponge, elle a le côté grattoir. Vous savez, le grattoir vert, là, qui enlève de la surface en même temps qu'elle enlève la souillure. Parce que les grattoirs, ces grattoirs-là, ça raye. Donc, rayer, ça veut dire que ça enlève. Quand vous mettez le grattoir vert dans une poêle en inox, ça vous enlève de l'inox. Donc, l'inox va être encore plus adhérent du fait qu'il s'est rayé. Donc, il faut enlever la souillure sans rayer. Bienvenue au 21e siècle. Le grattoir vert, là, c'est très 20e. Le 21e siècle, c'est la gratounette en cuivre. La gratounette en cuivre, c'est merveilleux. La gratounette en cuivre, c'est du cuivre. C'est un métal mou et qui enlève les souillures sans rayer. Donc, même pour les plaques vitro-céramiques, vous pouvez mettre votre gratounette en cuivre. Ça va vous enlever tout ce qui est grillé sur votre plaque vitro-céramique sans jamais la rayer. Sur lequel on peut d'ailleurs aussi utiliser du bicarbonate de soude, si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait. Les 4 fantastiques. Autre sujet qui, je sens, va vous passionner, l'hygiène du réfrigérateur. Quelles sont les règles essentielles? Voilà, peut-être une quinzaine d'années, il y a une association de consommateurs qui avait fait, je ne sais plus laquelle en Europe, qui avait fait une étude sur la température des réfrigérateurs chez les gens. Et ils avaient demandé, tiens, est-ce que je peux venir prendre la température chez vous? Et l'étude avait révélé que les réfrigérateurs en moyenne à domicile étaient à 11 degrés. La température d'un réfrigérateur, elle doit être à 3 degrés maximum. 1, 2 ou 3 degrés. Les réfrigérateurs, ils posent déjà un énorme problème. Et le premier problème des frigos, c'est qu'on n'indique à personne
comment on se sert du thermostat. Vous savez, ce truc rond où il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Eh bien, figurez-vous que 100%, allez, je vais dire 99% des personnes que j'interroge à l'hôpital quand je les forme ou dans les EHPAD quand je les forme, ils pensent que c'est des degrés. Alors que c'est la force du froid. Donc, ils pensent que quand on met sur 1, c'est 1 degré, puis quand on met sur 6, c'est 6 degrés. Pas de chance, c'est l'inverse. Ça veut dire que quand c'est sur 1, le frigo, il agit pas beaucoup, donc le frigo, il est à 10, puis quand on le met sur 5, le frigo, il est à 3. Donc déjà, les thermostats, il faut les changer. Il faut arrêter. Alors, si on supprime les thermostats, et on sait le faire, maintenant on a des réfrigérateurs modernes sans thermostat, ça se règle électroniquement avec le froid ventilé, on a la même température partout dans le frigo, et surtout, ou alors on change carrément la réglementation pour que les thermostats, ce soit des degrés, pour que les gens ils se posent la question, ils ne savent pas l'utiliser. Conclusion, le réfrigérateur, il est fait pour quoi ? Il est fait pour ralentir la reproduction des bactéries. Pourquoi on est malade dans les aliments ? Parce qu'il y a trop de bactéries. Dans tous les aliments, il y a des micro-organismes. Ce n'est pas les micro-organismes qui nous rendent malades, c'est la quantité. En d'autres termes, s'il y en a, allez, je vais dire, vous en avez 1000 par gramme, 1000 bactéries par gramme, vous n'êtes pas malade. Si vous avez 1 milliard, vous êtes malade. La différence entre le poison et les médicaments, c'est le dosage. C'est le dosage, exactement. Rien n'est toxique, tout dépend de la dose. Merci Paracels. Le réfrigérateur ralentit la reproduction des bactéries. En d'autres termes, les bactéries à température ambiante, elles se reproduisent, une en donne 2 en 20 minutes. Au réfrigérateur, pour que une en donne 2, il faut 2 heures. C'est pour ça qu'au réfrigérateur, un plat se conserve plus longtemps qu'à température ambiante. Prenez 2 tranches de jambon, vous en mettez une sur la table ici, l'autre au réfrigérateur, vous revenez demain. Au réfrigérateur, visuellement, elle n'aura pas bougé. Oui. Sur la table ici, elle sera un peu verdâtre, elle sera un peu gluante, elle sentira mauvais. Oui, c'est logique, les bactéries se sont reproduites dessus, et donc la tranche de jambon n'est plus propre à la consommation. Donc du coup, on augmente la durée de vie d'un aliment en réduisant la reproduction des bactéries, et comme ça va mettre plus longtemps pour que cette tranche de jambon au réfrigérateur ressemble à celle de la table en 24 heures. Au réfrigérateur, il faudra 5 jours. On obtient le même résultat, mais il faut plus de temps. Donc, le réfrigérateur a sauvé l'hygiène. Moi, je lis parfois des trucs terribles, du genre, le froid, le réfrigérateur, c'est mauvais à la santé, etc. Mais pas du tout, ça a sauvé l'hygiène alimentaire. On a beaucoup moins de toxi-infections alimentaires. On peut conserver les aliments, youpi. Avant, qu'est-ce qu'on faisait pour conserver les aliments ? On a inventé la fermentation. C'est-à-dire, on a transformé le lait en yaourt ou en fromage qui permettait de les conserver dans les caves un peu fraîches parce que le lait, on ne pouvait pas le conserver. On a inventé les salaisons pour conserver la viande pendant tout l'hiver. D'ailleurs, on était payé à la fin du mois en sel. Oui. Sel, salaison, salaire, c'est d'où le mot salaire à la fin du mois. Sauf que vous n'êtes pas payé en sel à la fin du mois, on est d'accord. Parce qu'il existe des réfrigérateurs. C'est-à-dire que voilà pourquoi vous n'êtes plus payé en sel, c'est parce qu'il existe des réfrigérateurs dans nos foyers. C'est pas mal, hein ? La bonne fréquence d'aération d'un logement, Christophe, quand vous parliez tout à l'heure des systèmes pour se sécher les mains par air, ça m'a fait penser aussi au système de VMC pour ventilation mécanique contrôlée. Est-ce qu'ils sont propres, ces systèmes ? Est-ce qu'il y a les mêmes problèmes de moisissure dans ces systèmes que sur ce qui permet de sécher les mains ? Est-ce qu'il ne faudrait pas repasser à une aération naturelle par les fenêtres ? Très clairement, aujourd'hui, nos logements sont des cocottes-minutes. Ils sont des cocottes-minutes bien fermées, bien hermétiques, dans lesquelles on a des polluants chimiques, à haute dose, j'en ai parlé avant, et il faut être très clair, on a une chimie envahissante et polluante dans nos logis, mais on a aussi énormément de moisissures qui ne se trouvent pas seulement dans l'alimentation, parce que je pourrais parler des épices, on en trouve beaucoup, mais énormément de moisissures, qui fait qu'on a énormément, en France, c'est 20% des foyers français, on a de la moisissure qui est néfaste à notre santé. Et donc, ça veut dire que il faut de la ventilation, oui. La VMC, oui. Mais faut-il encore qu'elles soient entretenues ? Il faut des fenêtres avec des aérateurs, mais il faut les entretenir aussi, ça c'est hyper important. Et il faut ouvrir les fenêtres. Moi, à la maison, mes fenêtres, été comme hiver, elles sont, je ne vais pas dire quasi permanentes,
Mais je pense que chaque fois que je passe dans une pièce, j'ouvre la fenêtre. Je repasse, je la referme. Je repasse, je la rouvre. Je repasse la fenêtre. Mais je fais ça en permanence. Il faut aérer. D'un point de vue chimique, nos logements sont plus pollués à l'intérieur que l'air extérieur. Donc, simplement d'un point de vue chimique. D'un point de vue microbiologique, on a beaucoup de logements qui sont très humides parce que justement, il y a une aération insuffisante. Et dans ces cocottes minutes, on cuisine, on fait sécher du linge, on prend des douches. C'est-à-dire qu'on a des activités qui produisent énormément de vapeur d'eau. Or, il faut savoir que les moisissures, ce sont des petites plantes à une échelle très petite. Quand il y en a beaucoup, on les voit, on voit que c'est moisi. Et simplement, elles se développent comme une plante, à partir de graines qu'on appelle des spores. Et ces moisissures, elles font partie intégrante de la nature. Et elles font partie donc de tous les matériaux de construction. C'est-à-dire que naturellement, vous avez des milliards et des milliards de graines de moisissures dans le plâtre, dans les briques, dans le ciment, donc dans tous les matériaux. Et on sait aussi que certaines peintures sont riches en COV et sont particulièrement polluantes. Alors ça, c'est la chimie. Ça, on est la chimie. Mais là, je reste sur, si vous voulez bien, juste sur la moisissure. Ces moisissures ne se développeront jamais dans ces matériaux de construction tant qu'il n'y a pas d'humidité. C'est comme la graine. Si vous la mettez sur de la terre mais que vous ne mettez pas d'eau, elle ne va pas se développer. Ouais. Sauf qu'à partir du moment où vous mettez de l'eau, cette moisissure qui est dans le plâtre, à partir du moment où il y a de l'humidité, elle va se développer et donc elle va faire des racines, elle va s'implanter, elle fait de nouvelles graines qui vont s'implanter et donc la moisissure va s'étendre. Et le problème, c'est que ces moisissures, elles sont un problème pour notre santé à deux niveaux. Un, par ces spores qu'elles produisent qui vont se retrouver dans l'air, pas seulement sur la surface, mais aussi parce qu'elles produisent des poisons qu'on appelle des toxines et qu'on va respirer. Donc on va respirer des spores et on va respirer des toxines. Problème, c'est que ça va créer des allergies cutanées, de l'asthme, mais ça peut aussi créer carrément, aller jusqu'à, chez les personnes les plus fragiles, immunodéprimées ou très malades, jusqu'à des mycoses pulmonaires, des aspergilloses pulmonaires. On peut se retrouver avec des sinusites aspergillaires. Et la problématique de tout ça, c'est que ça peut même dégénérer en cancer. Donc, ces moisissures, il faut absolument éviter qu'elles se développent. Et pour éviter qu'elles se développent, il faut évacuer toute l'humidité de la maison. Donc, on ne cuisine pas dans une cuisine sans avoir une hotte, à condition que la hotte, elle ait une bouche d'évacuation vers l'extérieur. Parce que si c'est une hotte de recyclage interne, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut ouvrir les fenêtres quand on cuisine, été comme hiver. Il faut ouvrir les fenêtres quand on sèche le linge. Il faut ouvrir la fenêtre quand on prend une douche. Donc, on n'aère pas suffisamment, mais surtout pour toutes les activités qui produisent de l'humidité. Et c'est l'humidité qui permet aux moisissures de se développer. Alors, évidemment, après, vous avez des logements intrinsèquement humides. Mais ça, c'est autre chose. Mais déjà, aérer chaque fois que vous produisez de l'humidité dans votre maison. Et pour, par exemple, vous venez de mentionner les logements intrinsèquement humides, pour une cave qui est très humide, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Vous vivez dans une cave ? Non, mais racontez-moi votre vie. Allez-y, allongez-vous, allez-y, racontez-moi un petit peu votre vie dans la cave. J'ai vraiment envie de savoir. Mais on peut avoir un problème d'humidité dans une pièce qui est particulièrement sensible. Oui, mais pourquoi la cave ? Parce qu'elle n'a pas de fenêtre. Mais le principe même de la cave, elle est enterrée. en fait, le principe même de la cave, c'était déjà que ce soit frais. Et souvent, la fraîcheur était connectée à l'humidité. C'est-à-dire qu'on avait c'était à la fois frais et humide. Donc, la meilleure cave, c'est frais sans humidité. Mais beaucoup de caves étaient fraîches avec de l'humidité. Donc, mais nos grands-parents s'en contentaient pour exposer des choses, pour les garder au frais. Mais on ne vit pas dans une cave. Ouais. D'accord ? Donc, ce n'est pas un lieu de vie. Donc, on y rentre juste pour mettre des bouteilles, ce n'est pas grave. Par contre, dans nos logements, ça, c'est un problème. Donc, l'humidité dans le logement est un vrai problème. Et si, en ouvrant les fenêtres, si en évacuant l'humidité, on a de l'humidité sur nos murs, qu'on n'arrive pas à l'évacuer, il faut d'abord détruire les murs. Mais ça, quand on est locataire, on ne va pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est quitter le logement. C'est très dangereux. Et il faut savoir, c'est très dangereux à notre santé. C'est dangereux pour les enfants, notamment, parce que ces enfants vont se retrouver avec de l'asthme de façon chronique. Oui. Et c'est extrêmement dangereux à leur santé. C'est préjudiciable. Il faut quitter les logements humides. Quelles sont les bonnes pratiques pour l'utilisation et l'entretien d'un four ? Déjà, ne pas le salir. C'est déjà mieux. C'est le principe de la prévention. C'est bien nettoyé, mais moi, je suis plus hygiénique que panacée. Donc, déjà, faites en sorte de ne pas salir votre four. Donc, vous voyez, quand vous mettez un gâteau, mettez le lèche-frite en dessous pour mettre le moule. Comme ça, si jamais ça déborde, ça débordera dans le lèche-frite. Vous pouvez sortir
pour nettoyer le lèche-frite. Moi, à la maison, mon four, il est quasiment jamais sale, en fait, parce que je fais en sorte qu'il ne soit pas sale. Donc déjà, ça, c'est super important. Maintenant, le four, pour le nettoyer, on prend une microfibre, on prend du produit vaisselle. Parce qu'on a compris que l'éponge, c'était 19e siècle. Absolument, l'éponge, c'est 19e siècle, tout à fait. Et si jamais on a des souillures brûlées qui adhèrent, la méthode qui peut permettre de les enlever, mais attention, on fait ça avec des gants, on fait très attention, c'est les cristaux de soude. Mais c'est à manier avec précaution. Maintenant, vous avez une autre possibilité, c'est les fours à pyrolyse. Vous savez, vous les montez à haute température et ça va griller tout ça, ça va nettoyer. Après, vous avez juste un petit coup de microfibre à passer. Sauf que la pyrolyse, c'est pas rien, c'est extrêmement dangereux. Et la pyrolyse, il faut surtout, quand on la met en place dans une cuisine, il ne faut pas être dans la pièce, il faut ouvrir les fenêtres, il faut qu'il n'y ait aucun aliment, aucun fruit dans une coupelle sur la table, parce que la pyrolyse, elle dégage dans l'air de la cuisine des composés organiques volatiles très dangereux et dangereux à notre santé qui vont se redéposer partout dans la cuisine. Donc ça veut dire qu'après, il faut renettoyer avec une microfibre toutes les surfaces où on pourrait préparer des aliments. Il faut bien que nos aliments soient tous à l'abri. Donc la pyrolyse, c'est pas mal, mais c'est extrêmement dangereux à notre santé et on ne reste pas à faire la cuisine pendant que le four est en position pyrolyse. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer le cercle de Sinner appliqué au lavage du linge? Et je serais aussi preneur de vos conseils sur comment choisir une lessive efficace et sans danger. Ça fait 2 questions, ça. 2 questions. Ok, on est parti pour 1 heure. Donc, je rigole. En fait, souvent, on dit « Oh là là, le linge, là, les draps, moi, je les lave à 60, c'est important. » Mais en fait, la température, on s'en fout. Parce qu'en fait, il y a 4 facteurs pour qu'un linge soit propre. Il y a la température, il y a la lessive, il y a le temps du lavage et il y a le brassage. Le brassage, ça veut dire plus ma machine est bourrée, plus je tasse bien le linge, moins le linge est brassé. Oui. Bien. Quand vous achetez une machine de 8 kilos, vous savez, on l'achète, une machine 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, c'est 8 kilos de linge lavé au cycle à 60 degrés. Et vous êtes sûr que si vous lavez 8 kilos de linge à 60 degrés, maintenant, vous avez même des machines qui pèsent. C'est-à-dire que vous ouvrez la machine, vous mettez votre programme, puis au fur et à mesure que vous mettez le linge, ça vous indique combien de kilos vous avez mis dedans. Bien. Et bien, ça veut dire qu'avec une dose de lessive, votre programme fait à 60, que vous mettez à 60. Souvent, c'est un programme de 2 heures. Donc, une dose de lessive, 2 heures, 8 kilos, et vous êtes sûr que votre linge est parfaitement lavé. Maintenant, si le même linge, vous voulez qu'il soit très propre, avec la même propreté, mais à 40 degrés, et bien, si vous diminuez un facteur, donc là, vous avez diminué la température, il faut augmenter un des 3 autres. Soit vous mettez plus de lessive, non, l'hygiéniste va vous dire sûrement pas, puis d'un point de vue écologique, c'est pas bon, donc on ne touche pas la lessive, d'accord? Donc ça, la lessive, on n'y touche pas. Maintenant, il nous reste le temps. Eh bien, ouais. Parce que ça, c'est le principe des lavages écologiques. Quand vous faites un lavage éco, votre lavage qui est normalement à 2 heures, il passe à 4h30. Et là, vous faites « Ah ben non, 4h30, c'est pas écologique. » Ben si, justement, parce que le temps, c'est gratuit. Oui. Ça coûte pas, ça va être le temps de contact avec la lessive, et au contraire, c'est écolo, c'est parfait. Donc ça, c'est le lavage écolo. Ou le brassage. Mais dans ce cas-là, 8 kilos à 60 degrés, pour que le brassage augmente, c'est que 5 kilos à 40. Donc, il faut mettre moins de linge. Je diminue la quantité de linge. Je diminue la quantité de linge pour augmenter le brassage et j'aurai exactement la même propreté de mon linge. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire que des lessives, si on veut, à 40. Et on les fait en éco et tout ira bien. Un mot peut-être avant qu'on finisse le podcast sur les perturbateurs endocriniens. Vous les avez mentionnés à 2-3 reprises, mais sans rentrer dans le détail. On en parle beaucoup, notamment avec le scandale des poils et les fameux PFAS. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien et expliquer pourquoi est-ce qu'on est autant en danger face à ces perturbateurs? Bon, les perturbateurs endocriniens, il faut être très clair. C'est une invention de l'homme. Si on n'avait pas inventé des molécules chimiques de toutes pièces qui n'existent pas dans la nature, les perturbateurs endocriniens
on n'en aurait pas eu beaucoup naturellement utilisé dans notre vie quotidienne. Donc, ces perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ce sont des molécules qu'on a inventées, et il se trouve que c'est des molécules qui ressemblent à nos propres hormones que nous produisons naturellement. Principe d'une hormone, c'est quoi? Vous avez une hormone qui est produite par le cerveau, et cette hormone, c'est un messager qui va passer dans le sang, qui arrive, par exemple, pour la puberté, et qui arrive aux testicules en disant aux testicules, développez-vous, c'est l'âge pour se développer. C'est le moment, et donc c'est la période de puberté. Voilà. Donc, on a en permanence comme ça des signaux qui sont envoyés, ça permet de communiquer, en fait, c'est un signal qui permet aux organes de communiquer les uns avec les autres. On envoie des hormones. Voilà, donc ça c'est tout simple, tout simple. Le perturbateur endocrinien, c'est quoi? C'est une molécule qui ressemble à une de nos hormones, qu'on va respirer, un produit chimique qu'on a utilisé, qu'on a dilué en plus en eau chaude, tous les produits chimiques se diluent en eau froide justement pour ne pas les respirer, un parfum, quelque chose qu'on a absorbé, un conservateur, un colorant, bref, un médicament, peu importe. Quelque chose qui est arrivé dans notre corps, mais qui n'aurait jamais dû y arriver. Cette molécule ressemble à une hormone. Imaginons que, justement, ce soit des hormones ça ressemble aux hormones qui sont envoyées par le cerveau pour dire à nos testicules ou à nos ovaires, développez-vous, 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 chez un gamin de 3 ans. Le problème, c'est que le gamin de 3 ans, le petit garçon ou la petite fille de 3 ans, qui est au contact avec un produit qui simule l'hormone de puberté, va se retrouver avec un développement de puberté à 3 ans. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé, par exemple, avec les bisphénol A dans les biberons, où on s'est retrouvé avec des petites filles de 1 an qui avaient un développement des seins. C'est pas mal, hein? Eh bien, c'est comme ça aussi que dans notre population générale aujourd'hui, chez les enfants, on a des pubertés précoces. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des personnes, des femmes, qui se retrouvent avec des ménopauses précoces. Oui. Donc, ces perturbateurs endocriniens sont mis en cause parce qu'en fait, ils jouent un rôle d'hormone et accessoirement, ils empêchent aux bonnes hormones dans notre corps de se fixer quand on aurait besoin qu'elles se fixent aussi. Donc, ils peuvent bloquer aussi des messagers d'arriver, de communiquer entre les organes. Et on les retrouve dans les cosmétiques, on les retrouve dans les produits d'hygiène. Partout. Ça passe de votre imperméable qui est traité avec des produits antidéperlants pour que déperlants pour que l'eau ne pénètre pas à travers de votre vêtement, votre poêle à frire, mais votre crème hydratante, votre gel douche, votre produit pour le sol, votre désodorisant d'intérieur, il y en a partout. On est envahi par cette chimie envahissante et polluante. Et donc là, il y a un sujet aussi d'action publique de la part des pouvoirs publics pour essayer de limiter leur utilisation. Mon travail, c'est quoi? C'est d'apporter une connaissance pour que tout le monde ait les outils pour ensuite faire ses propres choix. Mon travail, c'est pas de dire les pouvoirs publics doivent faire. C'est aussi à chacun d'entre nous, citoyens, de prendre notre vie en main, mais on ne peut prendre notre vie en main en faisant les bons choix que si on est éclairé. C'est-à-dire que le but, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la base. Il faut que chacun d'entre nous ait cette connaissance et fasse son choix en connaissance de cause. Comment trouver le bon équilibre et ne pas devenir un parano de l'hygiène? Vous avez donné l'exemple tout à l'heure des chaussures où si on les enlève à chaque fois, il faudrait aussi enlever son pantalon, il faudrait aussi enlever son t-shirt, il faudrait enlever tout ce qui a été en contact avec le métro. Vous faites un striptease? Pour reprendre cet exemple-là. Mais comment mesurer au quotidien si je suis du bon côté de la pièce ou pas? Vous savez que ceux qui sont les plus parano, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance. Les gens qui ont peur des microbes, c'est ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un microbe. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une bactérie, un champignon, un virus. La méconnaissance crée la peur. C'est la base du racisme, c'est la base de l'antisémitisme, c'est la base de l'homophobie, c'est la base de tous les rejets et toutes les peurs qu'on peut avoir. Parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Eh bien, la connaissance en matière d'hygiène, c'est la même base que tous les rejets et toutes les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. On a une peur des microbes parce qu'on ne les connaît pas. Et à partir de là, et mon livre, j'espère, va y contribuer, a pour but d'apporter de la connaissance pour avoir moins peur. Et quand on a la connaissance, on n'est plus parano, parce qu'on vit naturellement. Moi, je voyage dans le monde entier, j'ai jamais été malade, parce que je sais ce qu'il faut faire et pas faire, mais je ne vis pas de façon parano, mais je vis parfaitement bien dans les pays que je visite, je rencontre des gens extraordinaires,
sans avoir peur, parce que je sais identifier les dangers. À partir du moment où on peut identifier les dangers, on peut trouver comment s'en protéger. Mais pour ça, il faut avoir cette connaissance. Et c'est important parce que c'est la connaissance qui nous permet de ne pas être parano. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu au micro de Métamorphose. On peut retrouver votre livre « L'hygiène, c'est la santé », publié chez HarperCollins dans toutes les librairies. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux si vous avez eu des déclics durant cet épisode, si vous avez décidé de faire certains changements dans la manière dont vous vous comportez chez vous au quotidien, dans l'aération des pièces, dans le bannissement de l'éponge, comme disait Christophe, qui appartient au 19e siècle, on l'aura compris. Et abonnez-vous à la newsletter de Métamorphose pour être informé du prochain épisode. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.